Voilà une présentation sur un autre fléau, hein, l'allergie alimentaire en pratique de ville. C'est un véritable fléau si on s'intéresse à faire une enquête sur les allergies. Elles sont très nombreuses et nombreuses ne sont pas diagnostiquées. Bonjour et présidente du réseau d'allergovigilance. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais vous dire aussi combien je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, d'être au Maroc et d'être à Agadir pour la première fois. Et on m'a confié le sujet de l'allergie alimentaire en pratique de ville, qui est un vaste sujet, mais en même temps un sujet un petit peu limité, je dirais. Et je vous propose pour commencer ce sujet et pour le fil conducteur de ma présentation sera d'abord de reconnaître une allergie alimentaire et donc de savoir écarter une réaction non immune, de définir l'endotype pour pouvoir phénotyper le patient et à partir du phénotypage, on a une prise en charge adéquate. Je vous présenterai rapidement quelques formes non IgE-dépendantes ou mixtes et puis j'insisterai plus sur l'allergie IgE-médiée, notamment, je pense que pour vous, pédiatres, les allergies au lait de vache et à l'œuf en pratique de ville. Donc l'allergie alimentaire, c'est une perte ou une absence d'acquisition de la tolérance à un allergène alimentaire. Donc c'est d'origine mécanisme humain. Et on va voir les différents endotypes. En cas de réaction alimentaire adverse, ça peut être humain, médié par les anticorps ou par les lymphocytes ou par les cellules, ou non humain. Dans les formes immunes, il y aura les IgE-médiés, il y a les non-IgE-médiés, et je ne parlerai pas des entéropathies induites par les protéines alimentaires qui s'éloignent de la pratique de l'allergo, ni de la maladie cœliaque qui est plus une pratique du gastropédiatre. On parlera un petit peu des œsophagites à éosinophiles. Parmi les non-humains, on a les formes métaboliques, mais surtout par déficit enzymatique et notamment l'intolérance au lactose. On a des formes pharmacologiques, dont les fausses allergies alimentaires par histaminolibération et les formes toxi-infectieuses ou autres. Alors, je vois qu'on m'a mis 30 minutes, mais on m'avait annoncé 1 heure. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'accélère mon topo. 1 heure, ok. Donc, on parlera surtout des IgE-médiés. Donc, je reviens sur les non-humains et je vais vous présenter le cas du petit Ilyes qui a 18 mois, qui a été allaité pendant 1 an. Ça se passait très bien. Et à partir du sevrage, il a un transit qui est un peu accéléré. De temps en temps, il a un peu de diarrhée. Et surtout, il ne veut pas boire de lait. Il tolère, par contre, de temps en temps, il prend un peu de yaourt avec plaisir. Il a une croissance tout à fait normale. Et quand on interroge bien la maman, elle dit moi non plus, le lait, j'aime pas trop, j'évite. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Pensez-vous à une ALP élevée au moment du sevrage? Est-ce que vous pensez à un côlon irritable? Alors l'ALP au moment du sevrage avec la tolérance au yaourt, c'est de toute façon écarté. Le côlon irritable, il a vraiment peu de symptômes. Une intolérance congénitale au lactose, il aurait eu des symptômes tout petits. Et on va plutôt retenir l'intolérance au lactose qui est très fréquente puisque le déficit primaire en lactase, qui est l'enzyme qui détruit le lactose qui est en glucose et en galactose, correspond à une perte progressive physiologique de l'activité lactalasique et ça concerne plus de 70% de la population mondiale. On peut avoir des déficits secondaires, notamment en cas d'infection virale, de gastro-entérite ou d'infection bactérienne, et le déficit congénital, il est rarissime. Et vous voyez que le lait, dans le lait de vache, il y a moins de lactose que dans le lait de mère, et donc les petits sont tout à fait conçus, enfin, physiologiquement peuvent tolérer le lactose. Et comme je vous disais, le lactase sépare le lactose en glucose et en galactose. Et quand il n'y a plus de lactose, eh bien, le lactose reste dans la lumière intestinale, d'où un appel d'eau, d'où une fermentation bactérienne qui sont responsables des symptômes cliniques qu'on aperçoit, qu'on peut voir. Il n'y a pas de bilan nécessaire, c'est vraiment un diagnostic clinique.
On peut utiliser des laits pauvres en lactose. Il faut toujours, en tant que pédiatre, s'assurer d'un apport en calcium suffisant. Il y a une grande variété individuelle. Il y a des enfants qui sont capables de tolérer des petites quantités ou des quantités plus importantes. Il y a possibilité de les supplémenter en lactase. Je n'ai pas d'expérience là-dessus. Et attention, il y a beaucoup d'aliments, beaucoup de médicaments qui contiennent du lactose et ça peut poser des problèmes pour certains enfants. Je reviens à mon schéma des réactions non immunes et on va voir les réactions pharmacologiques, les fausses allergies alimentaires. Classiquement, c'est l'allergie à la fraise. Dite allergie à la fraise, en fait, ce n'est pas du tout une allergie. Et la fraise est un aliment riche en histamine. Il y a d'autres aliments qui sont riches en histamine. Je vous ai mis toute une liste qui n'est pas exhaustive, toute la charcuterie notamment, le thon, les gruyères. Et on a des enfants, surtout les enfants atopiques, qui ont une activité moins importante de la diamine oxydase. Et du coup, quand ces enfants mangent un petit peu de gruyère, par exemple, eh bien, ils ont, comme on voit sur la photo du dessus, un petit érythème péribuccal qui est vraiment pas grave et c'est répétitif et ça ne s'aggrave pas. On peut avoir des symptômes un peu plus importants comme là, hop, j'ai du mal voilà. Là, vous avez une main, c'est un enfant qui a un eczéma, qui a un problème de peau et qui a plongé la main dans une préparation d'aubergine. L'aubergine est riche en histamine et il a présenté une urticaire de contact. Et si vous faisiez des tests cutanés, ils sont tout à fait négatifs. Intéressant aussi de parler de la scromboïdose, qui est une intoxication alimentaire après consommation de poissons de la famille des Scombridés. Et ça arrive si le poisson est mal conservé. Et alors, l'histidine est dégradée en histamine, qui est thermorésistante. Donc, la chaleur ne fait rien sur la cuisson. La cuisson n'a aucun effet. Et c'est lié à des infections bactériennes. Ça va donner un tableau pseudo-allergique. Ça peut donner simplement un peu d'urticaire, mais ça peut donner des signes beaucoup plus importants, jusqu'à l'anaphylaxie et des réactions embêtantes. Mais si vous faites un bilan allergologique, à ce moment-là, c'est tout à fait négatif. Et puis vous posez votre question, vous savez que le patient a mangé du poisson qui n'avait pas forcément été bien conservé avant. Je reviens donc aux autres réactions pour vous présenter ce petit bonhomme que j'ai vu en consultation. Il avait 9 ans et les parents se demandaient s'il avait une allergie alimentaire. Et vous allez voir sur le petit film, chaque fois qu'il mange certains aliments ou des confiseries dites acides, eh bien, il présente un érythème en bande au niveau du bas du visage, entre l'oreille et la bouche. Ça ne gratte pas du tout, c'est répétitif. Il a un petit peu eu d'eczéma du nourrisson, mais il n'a aucune comorbidité atopique. Et je pense que là, on voit bien son érythème et c'est quelque chose à connaître qui n'est pas très fréquent. Et en fait, au niveau du diagnostic, ce n'est pas une allergie géodépendante, ce n'est pas une fausse allergie alimentaire, mais par contre, c'est un syndrome de flush gustatif, un syndrome de Lucifray. Et au niveau physiopathologique, souvent, c'est lié à une régénération aberrante des fibres du nerf oculotemporal qui a été lésée, notamment quand il y a eu un accouchement difficile ou un forceps. Et les signes cliniques, c'est l'érythème. Ça peut se compléter par de la sudation ou même des larmes. Et je pense qu'il me manque une photo. Oui. Et là, c'était une autre petite fille qui avait ce syndrome de flush gustatif. Et ce qui était intéressant, c'était de voir qu'on voit bien sur la photo de gauche en haut, les parents ont rapporté les photos où on voyait qu'elle avait eu un forceps. Et ça nous confortait dans le diagnostic. C'est des pathologies qui peuvent évoluer vers la guérison spontanée ou qui peuvent persister pendant longtemps. Il n'y a rien à faire, en fait, qu'à d'attendre. Alors, je reviens au fait de définir l'endotype et comment s'y retrouver. On s'y retrouve avec une analyse clinique la plus rigoureuse possible, où on va reprendre l'interrogatoire, savoir s'il y a des antécédents familiaux d'atopie, bien analyser aussi le délai de la réaction liée à l'aliment pour pouvoir faire la différence entre une réaction immédiate
ou retardé, qui nous donnera un mécanisme plutôt IgE dépendant, mixte ou non IgE médié. Bien analyser aussi les signes cliniques. Si vous avez des signes cutanés, vous avez plus envie, entre guillemets, d'aller vers l'IgE dépendant. Si vous n'avez que des signes digestifs, eh bien, surtout s'ils sont isolés, s'ils sont retardés, on sera plus vers une forme retardée et non IgE dépendante. Et analyser aussi s'il y a un impact sur la croissance. Et pour les formes IgE dépendantes, on parle vraiment d'une chronologie très précise, très rapide, entre l'absorption de l'aliment et l'apparition des symptômes qui sont majoritairement cutanés, mais qui peuvent être accompagnés de signes d'anaphylaxie et qui peuvent être complétés. Et c'est dans les délais, c'est quelques minutes, souvent très immédiat. Ça peut être retardé à quelques heures, 2 heures, voire 4 heures si l'enfant n'est pas très allergique, mais c'est certainement pas le repas de la veille qui est responsable de sa réaction allergique. On peut aussi s'aider de tests complémentaires à visée diagnostique, comme les tests cutanés, on va en reparler, des IgE spécifiques, voire des tests de réintroduction. Donc, ça, on a vu les principaux types de l'allergie alimentaire. Et c'est pour vous souligner l'importance de l'expertise du pédiatre, puis de l'allergologue, pour bien s'y retrouver dans les mécanismes, dans le diagnostic et ensuite dans la prise en charge. Donc on va voir quelques formes non IgE médiées. Le CEIPA en quelques mots. On n'en parlait pas il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment pas très connu. Maintenant c'est beaucoup mieux connu et c'est un diagnostic essentiellement clinique avec 2 formes. Le CEIPA aigu qui apparaît chez l'enfant, chez le nourrisson, souvent au moment de la diversification. On lui propose un nouvel aliment comme de la courgette et puis 2 à 4 heures après, il se met à vomir de façon incoercible. Et puis on réessaye, la maman réessaye et de nouveau, elle a les mêmes symptômes. On peut penser que ça peut s'agir d'un CEIPA. Le CEIPA chronique chez l'enfant, c'est plutôt lié au lait ou alors au lait de soja, si l'enfant est sous lait de soja, ce qui ne se fait pas vraiment en France. Et ça donne des enfants qui ne poussent pas bien, qui ont des signes digestifs, qui vomissent, qui ont de la diarrhée. Et par contre, c'est un diagnostic clinique, mais pour s'assurer de la guérison ou pas, il faut vraiment faire le test de réintroduction en milieu hospitalier. Donc, ce n'est pas vraiment une pratique de ville. L'incidence, elle est variable, mais on connaît mieux cette forme et il y en a on a l'impression qu'on en fait de plus en plus de diagnostics. La biologie est absolument pas contributive puisque c'est une forme non IgE dépendante. Le mécanisme physiopathe, il n'est pas très bien connu. Et les aliments en cause, ça peut être n'importe quel aliment, notamment chez l'enfant au moment de la diversification, et majoritairement le lait, comme je viens de le dire. Et quand on a un CEIPA, on fait le diagnostic, et ben c'est éviction et puis ensuite réintroduction en hôpital de jour. Donc il y a maintenant des critères bien définis, critères majeurs tels que des vomissements 1 à 4 heures après l'absorption alimentaire. Et c'est vraiment des vomissements très bruyants où l'enfant est pas bien, se déshydrate complètement et parfois peut faire un malaise par choc hypovolémique. Et puis, ça c'est aussi des critères mineurs comme la répétition ou d'autres que je ne vais pas reprendre. Le CEIPA chronique, on vient d'en parler. Et chez l'adulte, une forme de CEIPA qui se méconnaît notamment au moment des fêtes, c'est le CEIPA à l'huître, où il y a des adultes qui ne consultent même pas pour ça, mais ils savent que s'ils mangent des huîtres, ils vont faire des vomissements dans les 2 à 4 heures après et ils arrêtent d'en manger et c'est tout. Et vous voyez sur une série pédiatrique de l'équipe de M. Tournier à Trousseau, la variabilité des aliments en cause chez l'enfant, mais avec une prédominance du lait. On en voit aussi avec l'œuf et puis tout un tas d'autres aliments. La prise en charge, il faut attendre que ça guérisse. Le lait, c'est vers 18 mois, 2 ans. Les autres aliments, c'est souvent un peu plus tard. Et on ne connaît pas comment accélérer la tolérance. On n'a pas de facteurs biologiques prédictifs pour la sévérité ou la guérison. C'est des enfants qui sont souvent un petit peu, qui ont une altération de la qualité de vie parce qu'ils ont peur de recommencer. Et notamment les familles aussi ont peur. Et l'évolution se fera en milieu hospitalier. C'est bien de remettre une feuille pour les parents dans le carnet de santé expliquant ce que c'est que le CEIPA, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ne connaissent pas ce syndrome. Et j'ai par exemple le souvenir d'un enfant que j'avais vu en consultation il y a assez longtemps.
Et il est venu plusieurs fois à l'hôpital pour des vomissements à répétition avec un enfant qui n'était pas bien du tout. Et à chaque fois, on a pensé à l'invagination intestinale aiguë. À chaque fois, à l'époque, c'était le lavement baryté. Donc, il y a eu 3 lavements barytés jusqu'à ce que les parents disent « Mais c'est bizarre. » Ils sont arrivés à ma consultation. Ils m'ont dit « C'est bizarre. C'est toujours le vendredi. Et le vendredi, à la crèche, il y a du poisson. » Et c'était effectivement un SAIPA au poisson. On a arrêté le poisson. Il a arrêté de présenter ses symptômes. Pour l'œsophagite éosinophile, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'œsophage liée à une infiltration éosinophile. Et les allergologues en voient de plus en plus souvent, les pédiatres allergologues. Le diagnostic, là, il est histologique. Plus de 15 éosinophiles par champ au niveau des biopsies. Donc, il faut faire une endoscopie. Il y a souvent un terrain atopique et c'est considéré maintenant comme la 5e maladie atopique après l'asthme, la rhinite allergique, l'eczéma et les allergies alimentaires. La prévalence, elle est en augmentation. Il y en a de plus en plus, mais on a aussi de plus en plus d'allergies. Et donc, ça évolue parallèlement à l'augmentation des allergies. Le bilan allergologique, malheureusement, il n'est pas toujours contributif, il n'est pas toujours pertinent. C'est une physiopathologie un peu complexe, c'est une maladie de type TH2. Et la prise en charge, elle repose essentiellement sur les IPP, associés ou pas, c'est en fonction de l'évolution sous IPP, à plusieurs types de traitements. Ça peut être les corticoïdes déglutis, les régimes d'éviction alimentaire qui sont difficiles à faire suivre chez l'enfant quand on leur dit qu'il faut enlever 6 classes d'aliments essentiels, dont le lait, les œufs, les fruits à coque, le poisson, etc. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est le dupilumab, une biothérapie qui est maintenant indiquée en cas d'œsophagite éosinophile pour l'enfant de plus de 12 ans. Et c'est une maladie chronique et donc le pédiatre doit bien la connaître, parce que si elle est mal prise en charge, il y a un risque de sténose au fur et à mesure que l'enfant grandisse. Et on retrouve des adultes qui ont une sténose de l'œsophage parce que leur maladie a été méconnue. Il y a donc une collaboration gastro-allergo très importante à faire. Là, je vais passer là-dessus. Et ce qui est important pour le pédiatre, c'est de penser à une œsophagite éosinophile et de ne pas hésiter à demander l'avis d'un gastro, et éventuellement pour faire une endoscopie, notamment s'il y a une dysphagie ou s'il y a des impactions alimentaires. C'est des enfants qui mangent par exemple du poisson et puis subitement ça bloque et ils sont très douloureux et ça peut passer spontanément ou on les retrouve aux urgences et on est obligé de faire une endoscopie aux urgences. L'endoscopie, elle peut être normale et c'est vraiment la biopsie qui donne le résultat. Comme autre forme non ijomédiée, la PLV du petit nourrisson de forme digestive, où on a bizarrement toujours un peu un contexte atopique familial, un peu d'eczéma, que des signes digestifs et un enfant qui est floride et qui pousse bien. Le bilan allergologique est négatif et la rémission, la guérison, elle se fait vers 9 à 12 mois. C'est une forme fréquente, donc les pédiatres doivent bien les connaître. Et de toute façon, les mères, elles arrivent à votre consultation en vous disant « Je sais qu'il est allergique au lait, docteur. Mon généraliste m'a dit que c'était pas ça, mais moi, je sais que c'est une allergie et il faut écouter les mères. Moi, j'ai toujours appris qu'il fallait écouter les mères et c'est vrai. C'est important. Et on peut réintroduire à domicile, donc en cabinet de ville, après 6 mois d'éviction. C'est bien de s'assurer qu'il y ait des tests cutanés négatifs avant de faire la réintroduction pour ne pas être passé, de temps en temps, on peut passer à une forme IgE-dépendante. Il faut être bien sûr d'avoir écarté dans son diagnostic un SAIPA. Je passe sur les recommandations là, qui sont très claires sur le fait qu'on peut introduire en ville, parce que pendant très longtemps, on a réintroduit ces enfants à l'hôpital, mais ce n'est pas la peine. Autre forme, la proctocolite hémorragique du nourrisson sous lait de vache, qui apparaît avant l'âge de 6 mois, avec surtout, les parents sont très inquiets parce qu'il y a du sang dans les selles. Il y a un bon état général, une bonne croissance. Et bon, il faut bien examiner l'enfant, s'assurer qu'il n'y a pas de fissure anale. Et puis, le test diagnostique, c'est la disparition des saignements après 3 jours des régimes d'éviction du lait. Et si on réintroduit, ça réapparaît. En fait, on avait aussi, moi j'ai vu des enfants réintroduire en milieu hospitalier pour ces formes-là. Ce ne sont pas des formes IgE-dépendantes, donc il n'y a aucun risque
de problèmes de réaction allergique pendant la réintroduction. Et il faut le faire à domicile. Et c'est ce qu'avait fait toujours dans l'équipe du professeur Tournian, toute une étude sur 76 enfants qui avaient des saignements, qui a montré que finalement, il y en a 18 pour lesquels ils retenaient le diagnostic de proctocolite hémorragique et ils réintroduisaient tous les 2 mois le lait et se sont aperçus que dans 50% des cas, les enfants étaient guéris bien avant l'âge de 6 mois, qu'il n'y avait pas du tout intérêt à les laisser sous régime très longtemps. Et on va arriver aux allergies IgE-médiées qui sont, vous allez voir, une prise en charge complexe. Il faut bien connaître le sujet. C'est important d'évaluer le phénotype pour bien analyser quels sont les aliments en cause, on va le voir, évaluer la sévérité, évaluer les comorbidités atopiques présentes ou pas, mettre en place un régime d'éviction et comment on met en place un régime d'éviction, éventuellement mettre en place, selon les formes, une trousse d'urgence, voire un PAI à l'école, pas forcément obligatoirement, reconnaître certaines formes particulières et on a un rôle de prédiction, notamment est-ce que ces allergies vont persister ou pas et est-ce que si c'est une allergie à risque persistant, il ne faut pas mettre en place une induction de tolérance orale. Et ça permettra une prise en charge adéquate. Donc le pédiatre allergologue est un véritable chef d'orchestre de la prise en charge des allergies IgE-médiées. Je ne parlerai pas de prévention parce qu'on n'a pas le temps dans le temps imparti qui est pourtant important. Quelques rappels sur l'atopie. Vous savez que c'est la capacité de produire des IgE spécifiques en réponse à des petites doses d'allergènes. Ça peut être des pneumallergènes ou en l'espèce des allergènes alimentaires et avoir des réactions allergiques après. Ces allergènes sur le plan alimentaire sont des glycoprotéines avec des allergènes majeurs quand ils sont reconnus par plus de 50% des gens allergiques. Ils ont des caractéristiques de comportement que les allergologues doivent bien connaître. Certains sont détruits par la chaleur, certains sont au contraire thermorésistants, certains sont résistants à la digestion. Et on les connaît de mieux en mieux. Il y a de très nombreuses protéines qui ont été identifiées, séquencées, clonées. Et on connaît maintenant aussi les épitopes, c'est-à-dire les parties de la protéine qui sont capables de se lier avec les IgE spécifiques. Donc l'allergologie a fait, depuis 20 ans, 30 ans, a fait beaucoup de progrès pour comprendre ce qui se passait en cas de réaction allergique grâce à l'allergie moléculaire. Et ça nous explique aussi toutes les allergies croisées. Moi, quand j'ai fait mon DU d'allergologie, on nous disait qu'il y a des réactions pomme-bouleau. Personne ne savait pourquoi il y avait des réactions pomme-bouleau. Maintenant, on peut l'expliquer très facilement grâce à l'allergie moléculaire. L'allergie, c'est toujours une réaction clinique. Ça, j'insiste. Il faut qu'il y ait une réaction clinique et ça peut être, donc c'est initié par un mécanisme immunologique et ça peut être des symptômes qui sont liés à l'ingestion, en contact, voire à l'inhalation des allergènes. La sensibilisation, c'est un phénomène biologique. C'est-à-dire que si je fais des tests cutanés à tout le monde ici, je vais trouver à des personnes des tests cutanés, par exemple aux acariens ou à certains allergènes alimentaires ou à l'œuf positifs, mais ça ne veut pas dire que vous êtes allergique. Et donc, si vous avez des tests cutanés positifs ou si vous avez des IgE spécifiques positifs, notamment si vous demandez ce qu'il faut mieux pas faire un CLAT 30, eh bien, vous allez avoir des résultats positifs, mais qui ne veulent pas dire que votre patient est allergique. Donc, surtout, ne les faites que si vous avez des symptômes cliniques et que vous cherchez à avoir des informations. Mais n'utilisez pas le CLAT 30, utilisez les IgE spécifiques. Alors, pour illustrer ça, l'arachide, c'est 32 protéines dans l'arachide. C'est pas l'arachide, en fait, c'est plein de protéines. Dans ces 32 protéines, il y en a 18 qui sont capables de se lier à des IgE spécifiques et d'entraîner une réaction allergique. Et vous avez certaines protéines, comme les protéines de stockage, qui sont connues pour donner des réactions très sévères. Vous en avez d'autres, comme les protéines analogues de BETV1, donc le bouleau. Si vous êtes uniquement sensibilisé à BETV1 et que vous avez fait une petite réaction allergique à l'arachide, c'est beaucoup moins grave que si vous êtes sensibilisé aux protéines de stockage. Et ARAH1, c'est une des protéines de stockage, donc elle a une conformation dans l'espace. Elle a aussi des séquences qui sont bien connues.
Elle est thermorésistante, donc je ne peux pas me montrer ce que ça fait si on la met à la chaleur, ça ne bouge pas. Mais pour d'autres protéines, vous voyez que si on les chauffe ou si elles sont digérées, la conformation dans l'espace est détruite et l'allergénicité est détruite. Les réactions IgE médiées, il y a donc au départ un premier contact avec l'allergène et un avertissement du corps. C'est souvent par voie cutanée avec présentation de l'allergène aux cellules immunocompétentes que sont les lymphocytes, avec production donc d'IgE spécifiques par les lymphocytes B qui vont se coller sur les mastocytes. Et lors d'un deuxième contact, vous avez une dégranulation des mastocytes et à ce moment-là, une libération de l'histamine qui va être responsable des symptômes cliniques, l'histamine donnant une vasodilatation, un érythème, pouvant donner une bronchoconstriction. Et il y a d'autres médiateurs, évidemment, qui sont en cause. Là, c'est très simplifié, la réaction allergique. Donc, vous allez déterminer le phénotype de l'allergie alimentaire en pratique avec la recherche des comorbidités associées, l'histoire clinique. Il y a des enfants qui vont réagir avec des toutes petites quantités, puis d'autres qui vont réagir avec des très grandes quantités. Donc, il ne va pas falloir les prendre en charge de la même façon. La petite quantité, on peut penser qu'il est très allergique, surtout s'il a fait une grosse réaction. S'il a fait une urticaire après avoir mangé, je dirais, par exemple, 5 noix de cajou, c'est quand même beaucoup moins grave que s'il fait une urticaire et qu'il fait une gêne respiratoire, un œdème angio-laryngé, après un tout petit bout de noix de cajou. Donc ça, il faut l'analyser. La sévérité de la réaction, elle est souvent en fonction de la quantité, et ça peut aller de l'urticaire de contact à l'anaphylaxie, voire même au décès. La nature de l'allergène, on va le revoir, c'est important à analyser, ainsi que les résultats du bilan allergologique. Et nous, les allergologues, pédiatres allergologues, on s'attache beaucoup à la taille des tests cutanés, donc la taille de l'œdème provoqué par les tests cutanés, à la valeur des IgE spécifiques et, si le cas échéant, au résultat du TPO. Et puis, on connaît aussi bien l'évolution selon les allergènes. Dans les allergènes à évolution a priori favorable, vous avez le lait et l'œuf, mais pas toujours, notamment pour le lait. Et il y a aussi des facteurs liés à l'individu. J'aime bien cette dia qui est ancienne, qui montre que théoriquement, l'allergie à l'œuf et au lait, ça guérit en grandissant. L'allergie au blé, ça guérit aussi dans la plupart des cas. Et que par contre, les allergies aux fruits à coque et aux poissons et au sésame et à certaines graines, ça persiste dans la plupart des cas. Alors, quelques phénotypes. Vous avez des phénotypes dits de sévérité pour certains allergènes. Vous avez des enfants qui ont un phénotype clinique allergique fort parce qu'ils sont petits, ils réunissent toutes les comorbidités atopiques, il y a des antécédents atopiques dans la famille, ils ont déjà développé un eczéma sévère et précoce, ils ont des allergies alimentaires multiples, en grandissant ils font de l'asthme, de la rhinoconjonctivite, et c'est des enfants qu'il faut prendre en charge et c'est plus compliqué. Et puis, vous avez des enfants qui vont faire juste une petite réaction, qui ont un petit peu d'eczéma ou qui n'ont même pas d'eczéma, et qui vont faire une petite réaction à l'absorption et qui ont des phénotypes beaucoup plus légers. Il y a aussi le pollen food syndrome ou syndrome d'allergie pollen-aliment qu'il faut bien connaître en tant qu'allergologue, on va en reparler. C'est souvent des gens qui ont un terrain atopique familial et qui vont faire des réactions allergiques alors qu'ils sont sensibilisés au pollen et en prenant des aliments qui ont des épitopes communs avec les pollens. On va le revoir. Est-ce qu'il y a des facteurs de prédiction de sévérité? Il semble que l'âge et aussi l'allergène ont été repérés là, sur une étude turque sur 864 tests de réintroduction positifs chez 734 enfants qui avaient des allergies alimentaires. Vous voyez, le fait d'être adolescent et le fait d'être allergique au lait et d'être allergique à la noix de cajou, c'est quand même un allergène à haut potentiel allergénique et de sévérité. C'était les facteurs qu'ils ont repérés. Il y a aussi le fait, comme je disais, d'avoir plusieurs allergies alimentaires qui montrent que plus on en a, plus on est à risque de sévérité. Il y a aussi des cofacteurs qui vont renforcer la sévérité de l'allergie alimentaire. Notamment, vous êtes
parfois capable de manger une pomme. Vous avez un petit syndrome pollen-aliment, vous mangez de la pomme, mais vous faites manger de la pomme après et que vous faites un effort derrière, vous allez présenter une réaction anaphylactique. Certains médicaments sont connus pour renforcer aussi ces réactions, l'alcool chez l'adulte, le stress, la prise de risque, les menstruations, la chaleur, et puis d'autres facteurs, notamment quand on ne connaît pas bien sa maladie. Et c'est ainsi qu'on voyait que la sévérité, il faut analyser à la fois l'allergène, la nature de l'allergène, l'individu, est-ce qu'il a des comorbidités atopiques, quel âge il a, l'existence de cofacteurs, et puis savoir où est-ce qu'il vit, quel est son mode d'alimentation, est-ce qu'il a une équipe d'allergologie aussi compétente, des médecins compétents autour de lui. Tout ça, ça va modifier, ça va pouvoir déterminer la sévérité. Le nourrisson, c'est un âge un petit peu particulier. Ce n'est pas toujours évident de reconnaître l'anaphylaxie. Ils peuvent faire simplement un malaise après prise de lait. Alors souvent, on pense au reflux avec une douleur liée à une œsophagite, mais parfois, ça peut être des AP élevés. Il y a souvent des signes cutanés. Et le nourrisson, bon, c'est plus le lait et l'œuf, mais ça peut être aussi d'autres allergènes. On n'a pas encore de stylo d'adrénaline de bonne posologie pour les nourrissons. L'adolescence est un âge aussi très à risque, parce que souvent les adolescents, ils savent qu'ils sont allergiques à l'arachide, mais ils se disent, moi maintenant je suis capable, je sais je prends un aliment, je sais s'il y a de l'arachide ou pas. C'est comme ça que certains sont décédés, parce qu'ils étaient trop confiants en eux. Et puis souvent, ils n'ont pas leur trousse d'urgence avec eux. Donc il y a toute une éducation thérapeutique à mettre en place pour tous les patients, notamment les adolescents. Souvent aussi, ils arrêtent leur traitement de fond pour l'asthme, mais ils font une réaction allergique et ce n'est pas très bien. La quantité d'allergènes, j'en ai parlé. On peut faire il y a des réactions après exposition à des toutes petites quantités, mais aussi, et c'est là où c'est pas forcément évident, après des grandes quantités d'allergènes. Et donc, il n'y a pas de quantité standard responsable d'une réaction en général. Et c'est variable d'un allergène à un autre, et c'est variable d'un individu à l'autre. La dose déclenchante est individuelle, et c'est variable, comme on l'a dit, selon les cofacteurs. Donc, ce n'est pas facile à prendre en charge. La voie de sévérité d'administration de l'allergène et de la sévérité, il y a des cas de décès décrits, c'est le fatal kiss, par des baisers de personnes qui sont allergiques à l'arachide, qui ont embrassé quelqu'un qui venait manger de l'arachide ou de la noix de cajou. Il y a des observations comme ça décrites dans la littérature. Et donc, ça peut vraiment être fatal. Des décès décrits par inhalation, notamment pour le lait de vache. Et puis, en général, la voie cutanée donne simplement une urticaire de contact. Les parents sont souvent inquiets parce qu'au moment de l'apéritif, ils ont touché leur enfant, il a fait une petite urticaire sur les bras, mais c'est simplement parce qu'ils lui ont fait un petit câlin, et c'est pas grave en soi. Sauf que s'ils lui donnent, ils le touchent, ils lui font des bisous, et que l'enfant est très allergique, là, ça peut être beaucoup plus grave. Phénotype selon la nature des allergènes, et donc il y a deux natures, il y a les allergènes d'origine végétale et les allergènes d'origine animale que sont le lait et l'œuf. Donc très rapidement, parce que c'est un peu une histoire de spécialiste, mais on connaît selon la nature de l'allergène et grâce aussi aux recombinants qu'on peut même doser, certains aliments ne donnent pas de réaction très importante, comme les aliments qui sont riches en prophyline, comme la tomate. Ça peut vous donner des petits érythèmes de contact, mais ça ne donne pas de réaction grave. Alors que si on va dans l'autre sens, de l'autre côté, si on est aux protéines de stockage, là, on sait que c'est des aliments qui sont au risque de sévérité et de réaction grave. Et entre les deux, on a les LTP, qui peuvent aussi donner des réactions graves, les PR10 qui sont des analogues de la protéine du bouleau, qui donnent théoriquement des réactions pas graves, sauf en contexte de cofacteurs. Et c'est important donc de bien connaître ces aliments. Au niveau des allergies croisées pollen-aliments, c'est des allergies secondaires, c'est-à-dire que le patient il tolérait les pommes et un beau jour il ne tolère plus les pommes.
parce qu'il s'est sensibilisé par voie respiratoire et ensuite au pollen, et ensuite il a développé les allergies alimentaires. Et en France, avec le réchauffement climatique, au niveau des pollens, des pollinoses de bouleau, les comptes de pollen sont beaucoup plus élevés maintenant en saison de pollen du bouleau, et donc les gens sont beaucoup plus fragiles et développent des réactions croisées alimentaires sévères. Alors il y a croisées. Il y a très nombreuses familles de pollen, et ça peut aller du syndrome oral, pas grave, à l'anaphylaxie, surtout en présence de cofacteurs, on va le voir. Vous voyez, les PR10, on a le bouleau qui est là, et les protéines de la pêche, du céleri et de l'arachide sont vraiment très, très semblables, ce qui explique les réactions croisées. Je ne vais pas vous reprendre tout ça, mais vous voyez, le pollen de bouleau, il peut croiser avec énormément d'aliments, beaucoup de fruits, mais aussi des graines et des légumes. Mais il n'y a pas que le pollen de bouleau, donc ça se complique le travail de l'allergologue. Il y a aussi l'armoise qui contient surtout des profilines, des défensines dans l'ambroisie. Il y a dans les graminées aussi, on peut avoir des réactions croisées, et il y a aussi maintenant des réactions croisées possibles entre les pollens de cyprès et la pêche et certains agrumes. Il y a des réactions décrites, et on a tout à fait identifié la protéine en cause, qui est la gibéréline. Et c'est comme ça qu'au réseau d'allergovigilance que je préside depuis 2017, donc très récemment, puisqu'il y a les allergies augmentent et les pollinoses augmentent, on a 10 cas d'anaphylaxie qui ont été déclarés, surtout chez les adolescents. Et les réactions croisées, c'est avec de la pêche, de la pomme cuite, en fait, parce que là, c'est pomme crue et pomme cuite, et d'autres aliments. Et c'est tous des patients qui étaient allergiques au pollen de cyprès. Alors, je vous ai présenté ça parce que vous êtes au Maroc. Je pense que dans certaines régions, il y a des cyprès, et il peut y avoir plus tard, vous pourrez peut-être observer des réactions croisées pollen-cyprès. Je vais parler des LTP parce qu'on est aussi au Maroc, et les LTP, il y en a dans beaucoup d'aliments, mais il y en a aussi dans le cannabis. Et il y a beaucoup de patients qui se sensibilisent par consommation du cannabis. Ils fument du cannabis et ensuite ils mangent des aliments qui ont les mêmes protéines, et ils peuvent faire des réactions croisées pollen-aliments. Et ce n'est pas réservé à l'adulte, parce qu'on a quelques observations au niveau du réseau d'allergovigilance chez l'enfant qui a été exposé au cannabis par voie respiratoire, les parents fumant à domicile, et des enfants qui ont ensuite qui ont mangé des aliments, et la sensibilisation, on a pu démontrer que c'était lié à une LTP. Donc chez vos enfants qui ont... une des questions qu'il faut poser s'ils ont des allergies que vous ne comprenez pas, c'est demander aux parents s'il y a un environnement cannabis au domicile familial. Au niveau des protéines de stockage, bon, je vais passer. L'arachide, on en a parlé. Le soja, c'est pareil. Si vous allez sur le site du réseau d'allergovigilance, vous trouverez des belles fiches d'aide au diagnostic pour les légumineuses. Et je rappelle que l'arachide, c'est une légumineuse, alors que les fruits à coque, et ce n'est pas un fruit à coque, et là vous avez la famille des fruits à coque dont l'étiquetage est obligatoire. Et on va donc passer aux allergies au lait et à l'œuf. Et là aussi, il faut savoir phénotyper son patient. Donc, comme je l'ai dit, c'est des bonnes allergies parce qu'en général, ça guérit spontanément. Pour l'œuf, on sait que c'est un marqueur d'atopie et d'allergie respiratoire. Donc, il y aura des conseils à donner au niveau de l'environnement, notamment acarien. Il est très important de repérer les allergies persistantes. Attention à l'éviction. Il faut toujours rechercher une tolérance de l'œuf, de l'aliment sous forme cuit, et le laisser dans le régime. Et la prise en charge, à notre avis, doit être précoce. Et maintenant, il y a de plus en plus d'équipes en France qui démarrent des inductions de tolérance dès le diagnostic pour le lait de vache, en raison des formes sévères. Là, au point de vue épidémiologie, pour le lait de vache, ça dépend des études. C'est entre 0,5 et 3% les prévalences.
C'est donc de bons pronostics et ça guérit souvent avant l'âge de 5 ans. Pour l'œuf, on a un petit peu moins de chiffres, mais là aussi, c'est de bons pronostics avec des prévalences qui sont plus faibles. Encore une fois, les données du réseau d'allergovigilance montrent qu'on a beaucoup d'anaphylaxie, surtout au lait de vache, plus qu'à l'œuf. Et vous voyez que ça prédomine vraiment largement chez l'enfant plutôt que chez l'adulte. C'est vraiment des allergies de l'enfant, puisque ça guérit après. Au niveau de la gravité des réactions, donc les grades 2, c'est moins grave que les grades 4, où c'est des réactions très, très sévères. Et on a donc plus de réactions graves pour le lait de vache et on a 2 décès dans notre base de données d'anaphylaxie au lait de vache. Et si on regarde au niveau de la fréquence de ces allergies au lait de vache et à l'œuf, vous voyez que ça arrive quand même loin derrière les fruits à coque et l'arachide de façon globale. Et quand on regarde au niveau des allergènes d'origine animale, le lait de vache et l'œuf de poule sont les premiers allergènes. Donc le lait de vache, c'est la première allergie. Elle apparaît en général au moment du sevrage. Et il y a une sévérité des formes persistantes avec un fort impact sur la qualité de vie. C'est des enfants dont la sensibilisation au lait de vache va augmenter et qui vont développer de plus en plus d'anaphylaxie, qui sont à risque de décès. Et c'est vraiment très difficile à prendre en charge parce que dès qu'ils ont dépassé 5-6 ans, c'est très difficile de mettre en place une induction de tolérance. Dans le lait de vache, intérêt des inductions de tolérance avec du lait cuit, c'est pareil pour l'œuf aussi. On utilise beaucoup maintenant les formes cuites. L'œuf, c'est la première allergie de l'enfant de moins de 3 ans, mais après, ça disparaît. Toutes les deux ont un allergène sont des allergènes à déclaration obligatoire. Au niveau des allergènes, très important, la caséine pour le lait de vache, on va le voir, et l'ovomucoïde pour l'œuf. Vous voyez qu'au niveau de la composition des laits, il y a beaucoup plus de lait, de protéines dans le lait de vache que dans le lait de mère. Et c'est pour ça aussi que c'est moins bien toléré. Juste cette diapo pour vous dire qu'il y a des très grandes homologies de structure entre le lait de vache, le lait de chèvre et le lait de brebis, et que les laits de chèvre et brebis ne sont pas du tout une possibilité dans un régime d'éviction du lait de vache. Il faut vraiment les bannir. Donc les phénotypes sont différents, mais c'est comme tout ce que je viens de dire. Ça peut aller de l'urticaire localisé au choc anaphylactique. Fonction du bilan allergologique, il faut toujours chercher une tolérance aux formes cuites quand on reçoit ces enfants en consultation et savoir repérer les phénotypes forts. Les phénotypes forts, on va le voir, c'est ceux qui ont les tailles de tests cutanés les plus élevées et le taux des IgE spécifiques les plus élevés. Et souvent, ils sont associés à des comorbidités atopiques. Et il faut toujours aussi évaluer s'il y a eu une cuisson, la durée de cuisson, s'il y a eu des matrices. Et il faut savoir aussi que l'œuf cru, par contre, sous forme crue, un enfant qui touche de l'œuf et qui se badigeonne avec de l'œuf cru et qui fait qu'une réaction locale, c'est pas du tout grave. C'est simplement parce que l'œuf est histaminolibérateur. Et c'est ce qui était arrivé à cette petite fille. Les parents étaient très inquiets parce qu'elle avait trempé ses doigts dans la préparation de gâteaux et puis qu'elle s'en était mis un peu partout, mais elle allait bien, elle n'avait aucun signe autre associé et ça a disparu spontanément. Et là, c'est une urticaire généralisée au moment du sevrage. Donc, au niveau de l'évolution, on a dit que ça guérissait la plupart du temps. Le pronostic, il est d'autant plus favorable que les réactions sont uniquement cutanées, que les tests cutanés sont faibles. Et par contre, si vous avez des IgE spécifiques très élevés ou des tests cutanés très larges, c'est des facteurs de persistance. Et à ces enfants-là, il faudra proposer très vite une induction de tolérance orale. Là, les facteurs de persistance, c'est à la fois des taux d'IgE spécifiques supérieurs à 12 et des antécédents d'anaphylaxie, ça a été bien montré, mais aussi des enfants sous régime d'éviction stricte. Il y a une publication qui est déjà ancienne, mais dont j'aime bien parler à chaque fois. C'est une jeune fille, une ado qui avait 12 ans, qui avait de l'eczéma depuis longtemps, ça ne disparaissait pas, ça l'énervait. Elle a été voir un dermatologue qui lui a fait des IgE spécifiques au lait, elles étaient un petit peu élevées. Et le conseil, ça a été, on arrête le lait.
et elle a arrêté le lait. Ça, autant elle ne se traite pas forcément très bien pour son eczéma, mais là, elle a bien arrêté le lait. Eh bien, elle a commencé à développer, elle a perdu la tolérance au lait, elle a commencé à développer des petits épisodes de réaction allergique, puis de l'anaphylaxie. Puis, à l'âge de 18 ans, elle est rentrée dans une crèmerie et par inhalation, il y a un contact massif avec des allergènes du lait et elle est décédée. Donc, pas d'éviction à outrance et pas de bilan, pas de conseil d'éviction de ce type-là. Dans les phénotypes d'allergie au lait cuit et cru, ce qu'on a bien montré, c'est que quand il y a des IgE-spécifiques élevés, notamment à la caséine, c'est un facteur de persistance. Ça, c'est un message à retenir. Dans les phénotypes d'allergie persistante au lait cru, mais des enfants qui peuvent tolérer le lait cuit, là, on a des chiffres aussi qui sont intéressants. Si vous avez un enfant qui a des prix de test inférieurs à 10, qui est quand même déjà une très grosse valeur, et des IgE spécifiques au lait qui sont déjà inférieurs à 35, il y a des chances qu'il soit capable de tolérer le lait cuit, qu'on puisse réintroduire le lait cuit. Pour l'œuf, c'est un peu la même histoire. Alors, il y a beaucoup moins d'allergies persistantes. Ce que je n'ai pas dit pour le lait de vache, c'est que si on a 2-3% d'enfants qui font des allergies aux protéines du lait de vache, il y en a à peu près 5% de ces 2-3% qui vont présenter une allergie persistante au lait de vache. Pour l'œuf, c'est beaucoup moins important et normalement, on ne devrait pas, si on prend bien en charge les enfants, on ne devrait pas avoir des allergies sévères à l'œuf chez l'adulte, comme on peut voir pour le lait. Et là aussi, c'est la valeur des tests cutanés et des IgE spécifiques. Au niveau de l'évolution, le pronostic est d'autant plus favorable que les réactions sont uniquement cutanées, que les tests cutanés sont faibles, et on va le voir que les IgE spécifiques à l'ovomucoïde sont faiblement positifs. Donc, pour les deux aliments, mais comme pour tous les autres aliments, on fera, dans le cadre d'un bilan allergologique, des prick tests, et puis des IgE spécifiques qui dépendent de l'aliment. Pour le lait, on assistera sur les caséines, et pour l'œuf, sur le blanc d'œuf et sur l'ovomucoïde. C'est facile de faire des tests cutanés à un petit, hein, c'est pas compliqué. Vous voyez, pour ce petit-là, il a des tests cutanés, il a une histoire d'œuf et il a un blanc d'œuf qui est déjà bien positif, mais on sait qu'il va guérir probablement en grandissant. Parce qu'on a des valeurs diagnostiques, alors je vais passer rapidement, mais et des valeurs pronostiques de taille des tests cutanés, permettant de dire que si les tests cutanés sont peu positifs, au moment du diagnostic, vous allez avoir un enfant qui va guérir. On a la même chose pour les IgE spécifiques. Alors ça, c'est important peut-être de retenir les chiffres. Un taux supérieur à 32 vous permet d'affirmer le diagnostic d'APLV, mais souvent même avant 32. Inférieur à 7, vous avez bien des chances pour que votre enfant y guérisse en grandissant, mais il faudra vraiment surveiller son bilan, surtout si ça augmente au fil du temps. Et on a une très bonne corrélation entre les races et les tests cutanés. Et comme je l'ai dit, un taux inférieur à 35 permet d'introduire le lait cuit. Au niveau de l'œuf, c'est la valeur des IgE spécifiques à l'ovomucoïde. Si elles sont élevées, supérieures à 10, 11 on va dire, il y a toutes les chances pour que l'enfant soit allergique à la fois à l'œuf et cuit et cru. Alors que si on regarde simplement les IgE spécifiques au blanc d'œuf, si elles sont peu positives, il y a des chances que cet enfant puisse tolérer l'œuf cru. Et si elles sont supérieures à 7, par contre, c'est moins certain. Et on regardera aussi au fil du temps la décroissance des IgE spécifiques. Et pour l'œuf, si vraiment l'enfant n'en a jamais eu et puis qu'il a des tests positifs, mais qu'un an après, les tests sont devenus négatifs, c'est vraiment un bon facteur pour lui de guérison. Donc, quelle prise en charge ? Comme je l'ai dit, il faut repérer le phénotype du patient, donc poser des questions. Est-ce qu'il a déjà réagi à de l'œuf cru, à de l'œuf bien cuit ? Est-ce qu'il tolère de l'œuf cuit ? Est-ce qu'il tolère du lait cuit ? Est-ce qu'il y a d'autres allergies alimentaires ? Enfin, c'est une prise en charge globale vis-à-vis des comorbidités atopiques. On fait notre bilan allergologique et surtout, on poursuit les formes cuites si tolérées, quelle que soit la valeur des IgE spécifiques. Il mange de l'aliment, il en mange, donc il tolère. Il faut vraiment maintenir cette tolérance, c'est important. Et on ne mettra pas forcément une trousse d'urgence, ça dépend de la sévérité du phénotype. J'essaie d'avancer.
Donc la trousse d'urgence, elle va être composée d'adrénaline, éventuellement de bronchodilatateurs avec chambre d'inhalation et d'antihistaminique. Et j'ai laissé un vieux plan d'action de la Société française d'allergologie, mais il est très très valable. Il y a une réaction sévère, on fait de l'adrénaline. Il y a une réaction moins sévère, on fait des antihistaminiques et on réévalue. Donc pour la prise en charge diététique du lait de vache, il faut faire évidemment l'éviction du lait de vache et réintroduire le lait à l'âge de 1 an selon le bilan. Si le bilan a augmenté, on ne va peut-être pas le faire la réintroduction, mais se pose la question de faire le faire dès le diagnostic sous forme d'induction de tolérance. Et cette induction de tolérance, quand est-ce qu'il faut la faire? Les recommandations de l'EACI disaient de les faire pas avant l'âge de 4 à 6 ans parce qu'il y a une tolérance qui se fait, mais compte tenu des formes sévères et compte tenu d'autres publications, on pense que c'est possible de le faire dès le diagnostic. Et le régime alimentaire, ça va être des hydrolysats extensifs de protéines de lait de vache. Et moi, je vous conseille d'aller sur le site d'allergodiète.com. Ce sont des diététiciennes. Elles vous donneront tous les renseignements pour l'éviction du lait de vache, de l'œuf, mais plein d'autres aliments. Elles ont fait un travail tout à fait remarquable. Elles ont aussi un volet pour la diversification alimentaire. Donc l'induction de tolérance au lait, ça marche. Il y a plein d'études qui montrent que ça marche, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Docteur Sabourow, vous pouvez conclure parce qu'il est temps déjà. Voilà, et ben, j'ai presque fini. Donc, je ne vais pas parler du lait cuit, mais on peut utiliser des petits biscuits. Chez nous, on utilise ça. On peut utiliser des formes, des échelles de lait. Et vous en avez une dans la revue française d'allergologie qui a été faite par Étienne Bida, qui est très très bien. Et comme je l'ai dit, on peut commencer, mais c'est vraiment une histoire de spécialiste, peut-être dès le diagnostic de l'allergie aux protéines du lait de vache chez le tout petit, parce qu'il y a vraiment des études qui montrent que plus on met en place l'induction de tolérance chez un enfant, c'est là où on a le plus de chances de modifier son système immunitaire vers la tolérance, alors que si on attend qu'il grandisse, l'allergie se fixe. Donc je vais passer tout ça, mais j'ai quasiment terminé. Pour dire que la réintroduction du lait en pratique de ville dans les formes non IgE-médiées, on l'a dit, on peut le faire dans les PLV de forme digestive non IgE et dans la proctocolite hémorragique du nourrisson. Dans les formes IgE-médiées, ça dépend de l'expertise allergologique et je ne vais pas y revenir. Et pour l'œuf, pareil, il faut poursuivre la consommation des aliments tolérés contenant de l'œuf. Si le patient il a un phénotype léger et qu'il n'a jamais consommé d'œuf, on pourra réintroduire les formes cuites à domicile progressivement et puis ensuite l'œuf de moins en moins cuit. Si par contre les tests cutanés sont élevés, les IgE spécifiques sont élevés, il faut attendre, réévaluer le bilan 1 an après. Désolé, docteur Sabourow, vraiment c'est intéressant, mais le temps presse. Voilà, et on a encore fini. La discussion. J'ai fini. Simplement pour vous dire sur la dernière diapo concernant l'allergie à l'œuf et le lait, donc si vous ne l'aviez pas compris, c'est des bonnes allergies, mais attention aux formes persistantes, et qu'il faut aussi prévenir toutes ces allergies alimentaires. La prévention passe par le traitement d'un eczéma, par dermocorticoïdes, par une diversification alimentaire précoce entre 4 et 6 mois pour l'œuf, peut-être aussi en maternité, dans les formes atopiques, donner déjà du lait très tôt, en toute petite quantité, en complément d'allaitement maternel exclusif. Et voilà, grosso modo. Et je vous invite à venir le 5 décembre à Paris, si vous pouvez, à notre 3e rencontre d'allergovigilance qui ont lieu à côté de l'espace centenaire de la gare de Lyon à Paris. Il suffit de vous inscrire sur le site allergievigilance.com où vous retrouverez aussi sur ce site les fiches d'éviction pour les différentes catégories d'aliments. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour avoir bravé cette question qui est un véritable problème de santé publique. Il y a beaucoup de diagnostics qui ne sont pas faits. C'est énorme, c'est fréquent. Et
et vous l'avez abordé en si peu de temps, c'est pas évident. C'était pas Merci évident, beaucoup. oui. Alors,